Chers élèves bacheliers, bonjour. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance de neurophysiologie. Elle porte sur le potentiel d'action et cette séance, elle est réservée essentiellement pour les élèves de 4e année sciences expérimentales, mais aussi pour les élèves de 4e année maths. Nous commençons donc par un petit rappel sur le potentiel de repos. Là, vous avez la membrane de la fibre nerveuse. Là, vous pouvez voir les mouvements ioniques qui vont se faire à travers les canaux de fuite. Et là, vous avez la pompe. Donc, dans un premier temps, ce sont les ions Na+ qui rentrent. Ensuite, en même temps, vous avez les ions K+ qui sortent. Ça, c'est un transport passif qui s'effectue à travers les canaux de fuite. Et là, vous avez la pompe qui fonctionne en faisant rentrer les ions K+ et en faisant sortir les ions Na+. Donc, les canaux de fuite et la pompe fonctionnent d'une façon permanente et le fonctionnement de la pompe essentiellement assure le potentiel de repos. En absence de toute stimulation, on enregistre en conclusion entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire de la fibre nerveuse un potentiel de repos. Bien sûr, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il maintenant lorsque la fibre nerveuse est soumise à une excitation efficace? Alors là, nous allons porter sur la fibre nerveuse une excitation et nous allons voir la réponse tout de suite. Donc là, vous voyez que on charge le nerf sur l'excitateur et lorsque l'intensité d'excitation est trop faible, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. On augmente l'intensité d'excitation, puis on porte sur le nerf une excitation. Là, vous voyez la réponse, toujours. Cette fois-ci, vous voyez qu'il y a la contraction du muscle gastrocnémien. On augmente de nouveau l'intensité d'excitation, et là, vous avez toujours la même réponse. Il y a la contraction du muscle. Voilà, encore pour une intensité supraliminaire, il y a la contraction du muscle gastrocnémien. Alors là, vous avez compris que lorsque la fibre nerveuse ou lorsque le nerf il a été soumis à une excitation et quand cette excitation est efficace, il y a eu la contraction du muscle. Évidemment, cela signifie tout simplement qu'au niveau du point excité, il y a eu naissance d'une perturbation ou naissance d'une onde et que cette onde elle a été propagée pour aller jusqu'au muscle gastrocnémien provoquant sa contraction. Nous allons essayer de comprendre quelle est la nature de ce message nerveux, quelle est son origine et quelles sont les propriétés essentielles de ce message nerveux. Pour cela, on va passer à la mise en évidence du potentiel d'action. Donc, comme pour le potentiel de repos, pour mettre en évidence le potentiel d'action, nous disposons de deux électrodes. Ça, c'est l'électrode active et ça, c'est l'électrode de référence. Nous allons faire introduire l'électrode active à l'intérieur de la fibre nerveuse. D'abord, quand les deux électrodes sont à la surface, je vous rappelle que la DDP est donc égale à 0. C'est que le milieu extracellulaire, c'est un milieu isopotentiel. Je vais introduire l'électrode active à l'intérieur de la fibre nerveuse. Et je vais mettre l'électrode de référence. Donc, je vais introduire cette électrode de référence. Je vais placer cette électrode à la surface. Là, vous constatez qu'on enregistre une DDP de moins 70 mV. Ça, c'est toujours le potentiel de repos qui est obtenu en absence de toute stimulation. On va porter sur la fibre nerveuse maintenant une excitation, d'abord d'intensité faible. Donc là, pour voir, il faut regarder ce qui est affiché ici. Et puis, ce qui est affiché au niveau de l'écran de l'oscilloscope, si vous voulez, ça, c'est l'excitation faible. Donc, ça entraîne une légère dépolarisation à ce niveau que vous allez voir aussi ici. Je porte une excitation d'intensité moyenne. Là, vous constatez que sur l'écran du galvanomètre, on enregistre une DDP de plus 30 mV et que ce DDP est observé aussi sur l'écran de l'oscilloscope. On va faire la même chose avec une intensité plus importante. Remarquez que l'amplitude ici reste toujours de plus 30 mV et là aussi. On va superposer les deux phénomènes. Vous constatez donc ça, c'est le potentiel d'action.
Ça, c'est l'allure de la courbe du potentiel d'action. Et vous avez vu que ce potentiel n'est en fait qu'une onde, qu'une perturbation qui se propage le long de la fibre nerveuse. Et c'est ce qui expliquait tout à l'heure quand on apportait une excitation sur le nerf sciatique de la grenouille, qu'il y avait une perturbation qui a été propagée et qui a entraîné donc la contraction du muscle gastrocnémien. Nous allons revenir, si vous voulez, un tout petit peu, on va reculer un peu. Et on va passer donc à un premier bilan, c'est que lorsque l'électrode active est introduite à l'intérieur de la fibre nerveuse, l'électrode de référence étant toujours maintenue à la surface, une stimulation efficace donne naissance à une perturbation qui passe de moins 70 mV, qui est la valeur repos, à plus 30 mV, puis elle redevient à sa valeur initiale, c'est le potentiel d'action. Pour comprendre encore mieux ce que c'est cette perturbation, nous allons soumettre la fibre nerveuse à une série d'excitations d'intensité croissante et nous allons voir le résultat de cela. Le document suivant résume donc les résultats obtenus sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà ce que vous pouvez obtenir sur l'écran de l'oscilloscope. Vous avez ici la fibre nerveuse, elle est donc soumise à une série d'excitations d'intensité 1, par exemple 2. Ce sont des excitations croissantes dans tous les cas. Là, vous avez ce que nous pouvons observer au niveau de l'écran de l'oscilloscope. Les trois premières excitations, ce sont des excitations qui engendrent la naissance d'une légère dépolarisation. Cette dépolarisation que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle le potentiel local. Et puis, à partir de cette excitation, qui est la stimulation liminaire, on obtient un potentiel, une courbe différente, d'aspect différent, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. La stimulation, ces deux stimulations, ce sont des stimulations supraliminaires et qui engendrent aussi le même tracé, donc toujours un potentiel d'action. Remarquons que la stimulation liminaire, c'est la plus faible intensité qui est appliquée pendant la durée la plus faible qui enregistre ou qui permet d'enregistrer le potentiel d'action. Mais pour toutes les excitations supérieures au seuil, nous obtenons toujours un potentiel d'action de même amplitude. Ça nous permet de dire que le potentiel d'action, c'est un potentiel qui, pour toute excitation inférieure au seuil, n'est pas enregistré, mais il a la même amplitude pour toute excitation supérieure ou égale au seuil. Ça nous permet de dire que ce potentiel obéit à la loi de tout ou rien. Alors que le potentiel de repos, au contraire, c'est un potentiel dont l'amplitude augmente quand l'intensité d'excitation augmente. C'est un phénomène graduable. Et remarquons que lorsque le potentiel local atteint cette valeur, qui est la valeur seuil potentiel, donc il donne naissance, il engendre la naissance d'un potentiel d'action. Voilà donc d'abord ce qu'on peut dire sur le résultat d'excitation porté sur la fibre nerveuse, excitation d'intensité croissante. Nous allons analyser les différentes phases de cet enregistrement pour mieux comprendre ce que c'est un potentiel d'action. Passons à la diapo. Donc d'abord, on a ici le bilan. Une stimulation infraliminaire engendre une dépolarisation locale de la membrane appelée potentiel local. Une stimulation supraliminaire engendre une variation de dP de moins 70 à plus 30 mV, appelée aussi potentiel d'action. Toutes les stimulations supraliminaires d'intensité croissante donnent des potentiels d'action identiques. On dit que la fibre nerveuse obéit à la loi de tout ou rien. Et analysons donc les différentes phases du potentiel d'action. Voilà, l'enregistrement affiché sur l'écran de l'oscilloscope montre en fait différentes parties. Il y a d'abord ce signal, le petit signal qui précède le potentiel d'action. Ça, c'est un signal qui marque l'instant précis de l'excitation. Et ce signal s'appelle l'artefact de stimulation. Puis, vous constatez qu'il y a un temps qu'on appelle le temps de latence. C'est le temps que met le message nerveux pour passer des électrodes excitatrices à l'électrode réceptrice. Et puis, la phase ascendante qui fait passer le potentiel de moins 70 mV à plus 30 mV. Cette phase, c'est ce qu'on appelle la phase de dépolarisation. Et vous constatez que pendant cette phase, la positivité interne augmente, c'est-à-dire que la négativité interne diminue. Puis, il y a une phase descendante
c'est la phase de repolarisation. Pendant cette phase, la négativité interne augmente et cette phase de repolarisation, elle est suivie d'une oscillation amortie qu'on appelle la phase d'hyperpolarisation avant de revenir au potentiel de repos. Le potentiel d'action proprement dit, il est représenté par la phase ascendante, la phase de dépolarisation et la phase de repolarisation. Voilà donc, nous cherchons maintenant à comprendre l'origine du potentiel d'action. Et pour comprendre l'origine de ce potentiel d'action, il est nécessaire de revenir d'une part sur la répartition des ions, au repos d'une part, et d'autre part sur la structure de la membrane plasmique vivante. Pour cela, il est peut-être indispensable d'émettre deux hypothèses. Ces deux hypothèses peuvent être formulées de la façon suivante. Donc, la première, c'est que on va émettre une hypothèse relative au mouvement ionique permettant d'expliquer les différentes phases du potentiel d'action. Et une deuxième hypothèse s'impose relative au mouvement ionique. Aux structures membranaires plutôt, assurant les mouvements ioniques. Donc, commençons avec la première hypothèse, c'est l'hypothèse relative au mouvement ionique permettant d'expliquer les phases du potentiel d'action. Là, vous pouvez voir, je vous rappelle que le milieu extracellulaire, il est particulièrement riche en ions Na+. Le milieu intracellulaire est particulièrement riche en ions K+. Et vous avez constaté que pendant la phase de dépolarisation, la positivité à l'intérieur augmente. Cela suppose sûrement l'entrée massive d'ions Na+. Cette entrée massive d'ions Na+, entraîne l'augmentation de la positivité interne et donc la phase de dépolarisation. Passons maintenant à l'hypothèse relative au mouvement ionique. Là, dans l'étude du potentiel de repos, vous avez vu qu'il y a deux types de canaux. Il y a d'abord les canaux sodium, le canal sodium qui laisse rentrer les ions Na+. Il y a le canal potassium qui fait sortir les ions K+, et il y a la pompe. Donc, la question qui se pose tout de suite, c'est que les structures membranaires impliquées dans le potentiel de repos, ces structures suffisent-elles pour expliquer les mouvements ioniques à l'origine du potentiel d'action? Le document suivant montre l'évolution de la perméabilité membranaire aux ions Na+ et K+, suite à une excitation efficace de la fibre nerveuse. Et ce document, bien sûr, va nous permettre de valider l'une des hypothèses émises. Pour vérifier les hypothèses émises, mettons en relation les différentes phases du potentiel d'action avec la perméabilité de la membrane aux ions Na+, et aux ions K+. Là, c'est le potentiel d'action avec la phase de dépolarisation, avec la phase de repolarisation, et là, vous pouvez suivre la phase d'hyperpolarisation. Et les courbes que vous avez ici, la courbe rouge, elle traduit la perméabilité membranaire aux ions Na+, alors que la courbe jaune, elle traduit la perméabilité membranaire aux ions K+. Mettons en relation les différentes phases du potentiel d'action avec la perméabilité membranaire aux ions. Et là, on va constater que pendant la phase de dépolarisation, il y a la perméabilité aux ions Na+ augmente. Donc, il y a une entrée d'ions Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. La positivité augmente, la positivité interne augmente, et cela explique la phase de dépolarisation marquée essentiellement par une augmentation de la positivité interne. Lorsque la dépolarisation atteint la valeur à peu près là sur la courbe de 40 millivolts même, généralement la valeur connue elle est pour les mammifères elle est de 30 millivolts, vous constatez que le canal Na+ commence à se fermer, c'est-à-dire que la perméabilité aux ions Na+ diminue, alors c'est surtout la perméabilité aux ions K+ qui augmente. Et cette augmentation de la perméabilité aux ions K+, c'est-à-dire la sortie d'ions K+, elle se traduit par la phase de repolarisation où la positivité à l'intérieur diminue.
Remarquons aussi que la durée d'activation du canal Na+, elle est nettement moins importante que la durée d'activation du canal K+. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture prolongée du canal K+, et cette ouverture prolongée du canal K+, c'est elle qui explique cette phase d'hyperpolarisation, cette oscillation amortie, avant qu'on retrouve la valeur du potentiel de repos. Donc, vous voyez que les structures membranaires qui expliquent le potentiel de repos, en fait, ne permettent pas tout à fait d'expliquer le potentiel d'action. Nous allons voir maintenant les mouvements ioniques qui se produisent pendant la phase de dépolarisation et pendant la phase de repolarisation. Voilà, dans ce cas, là vous pouvez voir qu'il y a des canaux de fuite, il y a la pompe qui fonctionne, et là vous voyez en rouge, ce sont les canaux voltage qui fonctionnent. On va revoir le même phénomène, donc ce sont le transport passif. Vous avez la pompe qui fonctionne toujours, donc de nouveau c'est le transport passif. Entrée d'ion Na+, sortie d'ion K+. C'est le canal Na+, qui s'ouvre et vous avez l'entrée d'ion Na+, en mauve. Le canal rouge, c'est le canal K+. Vous avez une sortie massive d'ion K+. Et donc, un retour, bien sûr, au repos. C'est la pompe qui va remettre la membrane au repos. Là, vous avez vu donc que les canaux, le transport passif et le transport actif, ne suffisent pas en fait pour expliquer l'origine du potentiel d'action et que d'autres canaux s'ouvrent lorsqu'on porte une excitation sur la fibre nerveuse. Ce sont les canaux au voltage dépendant Na+ et K+. C'était d'abord les canaux Na+ qui s'ouvraient, puis dans un deuxième temps, c'était les canaux K+ qui s'ouvraient et qui donnaient naissance à ce potentiel d'action. Voilà, on va continuer avec maintenant ce même phénomène que je vais décrire au ralenti si vous voulez. Donc vous avez la membrane, vous voyez qu'au repos la membrane elle est polarisée positivement à la surface, elle est polarisée négativement à l'intérieur au repos. Là vous avez les canaux de fuite qui fonctionnent comme toujours avec entrée d'ion Na+, et c'est la sortie d'ion K+, et ce transport il est passif, il est permanent. Vous avez toujours la pompe qui fonctionne en faisant sortir les ions Na+, et en faisant rentrer à l'intérieur de la fibre les ions K+. Et puis, vous avez là, c'est le canal K+, qui est fermé, et là, vous avez le canal voltage dépendant Na+, qui s'ouvre et qui laisse rentrer massivement les ions Na+. Cette rentrée d'ions Na+, va entraîner une inversion de la polarité. Constatez maintenant que la surface de la fibre elle est chargée négativement, alors que l'intérieur est chargé positivement. C'est cette entrée massive d'ion Na+, à l'intérieur de la fibre, qui est responsable de cette inversion de polarité. Ce sont les mouvements ioniques au cours de la dépolarisation de la membrane. Dans un deuxième temps, vous voyez que le canal Na+, comme j'ai dit tout à l'heure, donc revenons, voilà. Revenons donc là, vous avez le canal Na+, qui se ferme, vous avez le canal K+, qui s'ouvre, et ce sont les ions K+, qui sortent. Ce sont les mouvements ioniques au cours de la repolarisation de la membrane. Voilà. Donc, ces mouvements ioniques engendrés par l'excitation portée sur la fibre sont aussi liés aux canaux de fuite, mais surtout à d'autres canaux membranaires qui sont les canaux voltage dépendants. Nous allons voir maintenant cette animation. Voilà, suivons maintenant la synchronisation, d'abord entre les différentes phases du potentiel d'action et les mouvements ioniques qui se produisent au niveau de la membrane. Donc, je reviens sur cette animation. Voilà, je reprends donc. Je reprends. Là, vous voyez qu'au début, c'est le repos. Vous voyez que la fibre elle est chargée positivement à la surface, elle est chargée négativement à l'intérieur. Évidemment, c'est le résultat du transport passif, mais surtout de l'effet de la pompe. Maintenant, remarquez que la phase de dépolarisation, elle commence à apparaître. Suivez ce qui se passe au moment de la phase de dépolarisation et puis l'ouverture des canaux Na+, qui va se faire ici.
Voilà. Donc, vous avez constaté qu'au cours de la phase de dépolarisation, il y a eu l'entrée d'ion Na+, les canaux K+, voltage dépendant sont fermés, la pompe, ça fonctionne d'une façon permanente, les canaux de fuite aussi, et c'est l'entrée d'ion Na+, qui a fait que la positivité interne augmente, et cette augmentation de la positivité, elle a été traduite par cette phase de dépolarisation. On continue. Voilà, ça c'est la phase de repolarisation. Vous constatez que le canal K+, voltage dépendant qui s'ouvre, et donc c'est le canal Na+, qui est fermé par là, c'est le canal K+, qui s'ouvre par là. Bien sûr, la pompe, les canaux de fuite continuent toujours à fonctionner, et là, vous voyez que la positivité à l'intérieur, elle diminue par la sortie massive d'ion K+. Voilà. Donc, la sortie d'ion K+, elle continue, et la phase de repolarisation se dessine. Voilà. Remarquez de toute façon aussi que l'entrée d'ion Na+, la durée d'ouverture des canaux Na+, elle est plus brève que la durée d'ouverture des canaux K+. Encore une fois, c'est ce qui explique la phase d'hyperpolarisation. Il y a ensuite un retour au repos. Ce retour est assuré bien sûr par la pompe qui continue toujours à fonctionner. Voilà donc comme bilan, nous allons lire que la dépolarisation, elle est due à l'entrée massive d'ion Na+. Cette entrée d'ion Na+ entraîne que la négativité interne diminue, ou comme je disais tout à l'heure que la positivité interne augmente. La phase de repolarisation, c'est-à-dire la phase descendante de la courbe, est due à la sortie massive d'ion K+. La négativité interne augmente, c'est-à-dire il y avait eu l'ouverture, dans un premier temps, c'était l'ouverture des canaux voltage dépendant Na+, qui entraîne que la négativité interne diminue. Et dans un deuxième temps, c'était l'ouverture des canaux voltage dépendants qui assurait la sortie d'ion K+, et entraînant ainsi la baisse ou la diminution de la négativité interne. L'hyperpolarisation, ça correspond à une hypernégativité interne. Elle est due donc à une sortie prolongée d'ion K+. Nous allons, si vous voulez, récapituler un tout petit peu tout ce que je viens de dire pendant cette séance à propos du potentiel d'action. Voilà, récapitulons donc. Le bilan suivant, relatif à l'origine du potentiel d'action, va nous permettre de résumer un tout petit peu ce que je venais de dire. Lorsque la membrane est dépolarisée jusqu'au niveau seuil, il se produit d'abord une ouverture brusque des canaux sodium, voltage dépendant. Cette ouverture permet aux ions sodium de pénétrer dans le milieu intracellulaire d'une façon massive et rapide. Cette entrée rapide et massive d'Na+ est à l'origine de la phase de dépolarisation, c'est-à-dire de la phase ascendante de la courbe. Quelques millisecondes plus tard, se ferment les canaux Na+, évidemment, mais s'ouvrent les canaux potassium voltage dépendant, et que cette ouverture très rapide aussi des canaux potassium permet aux ions potassium de sortir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, et que cette sortie est à l'origine de la phase de repolarisation, la phase descendante de la courbe. L'ouverture prolongée des canaux potassium est à l'origine de la phase d'hyperpolarisation marquée par une hypernégativité interne de la fibre nerveuse. Voilà donc l'essentiel qu'il fallait retenir à propos de ce potentiel d'action. Nous allons passer tout de suite à une évaluation très rapide, à un test très rapide. Donc, dans cette évaluation, on a la première question. Donc, j'ai dit que pour chacune des propositions suivantes existe une ou plusieurs réponses exactes. Nous allons repérer ces réponses, évidemment. Le potentiel d'action est enregistré lorsque, d'abord, la fibre est soumise à une excitation efficace. Ensuite, lorsque le seuil potentiel, moins 50 mV, est atteint. Ensuite, s'ouvrent les canaux de fuite. Et enfin, s'ouvrent les canaux voltage dépendant. Nous allons répondre, le potentiel d'action est enregistré lorsque
la fibre est soumise à une excitation efficace. Bien sûr que cette réponse, elle est vraie, parce que la fibre nerveuse, quand elle est soumise à une excitation égale ou supérieure au seuil, donc à une excitation efficace, elle engendre la naissance d'un potentiel d'action. Lorsque le seuil potentiel moins 50 mV est atteint, le potentiel d'action est enregistré. Dès que le seuil potentiel moins 50 mV est atteint, cette réponse est aussi juste. La réponse, elle est vraie. Le potentiel d'action est enregistré lorsque s'ouvrent les canaux de fuite. Vous avez compris que les canaux de fuite, ce sont des canaux qui sont toujours ouverts et sont toujours fonctionnels. Donc l'ouverture des canaux de fuite ne change rien et donc cette réponse ne peut être que fausse. Le potentiel d'action est enregistré lorsque s'ouvrent les canaux voltage dépendants. Bien sûr, ce sont ces canaux voltage dépendants, Na plus K+, qui donnent naissance à la naissance du potentiel d'action et cette réponse ne peut être que vraie. Nous passons à une autre question. Les propriétés essentielles du potentiel d'action d'une fibre nerveuse sont: d'abord, le potentiel d'action est propageable. Une autre propriété, il est d'amplitude variable. Le potentiel d'action obéit à la loi de Tourien. Et enfin, c'est un phénomène qui est graduable. Donc, revenons à la première proposition. Les propriétés essentielles du potentiel d'action d'une fibre nerveuse sont: d'abord, le potentiel d'action est propageable. Bien sûr, le potentiel d'action, c'est un phénomène qui se propage à amplitude constante et que cette réponse, elle est juste. Il est à amplitude variable. Ce qui est à amplitude variable, c'était le potentiel local qui a une amplitude variable. Le potentiel d'action est d'amplitude constante. Cette réponse, elle est évidemment fausse. Il obéit à la loi de Tourien. Nous avons vu que lorsque, pour toute excitation inférieure au seuil, on n'enregistre pas un potentiel d'action, mais dès que l'excitation elle atteint ou dépasse le seuil, on enregistre un potentiel d'amplitude constante, c'est le potentiel d'action. Et c'est pour cette raison que nous disons que le potentiel d'action obéit à la loi de Tourien. Cette réponse, elle est juste. Il est graduable, c'est-à-dire que l'amplitude augmente quand l'intensité d'excitation augmente. Cela, ça concerne de nouveau le potentiel local, mais pas le potentiel d'action. Cette réponse, elle est fausse. Nous passons donc à la naissance d'un potentiel d'action suite à une excitation efficace. La naissance d'un potentiel d'action suite à une excitation efficace, d'abord, nécessite l'ouverture des canaux de fuite, l'ouverture des canaux voltage dépendants, l'ouverture des canaux chimiodépendants et enfin l'activation du fonctionnement de la pompe. Revenons à la première proposition. La naissance d'un potentiel d'action suite à une excitation efficace nécessite l'ouverture des canaux de fuite. Bien sûr que cette réponse est fausse parce que les canaux de fuite sont toujours ouverts, sont toujours fonctionnels et que cette réponse elle est fausse. L'ouverture des canaux voltage dépendants Na+, puis K+, c'est cette ouverture qui donne naissance à un potentiel d'action. Cette réponse elle est juste. L'ouverture des canaux chimiodépendants, souvenez-vous, les canaux chimiodépendants, ce sont les canaux qui sont en relation avec la transmission du message nerveux d'un neurone à un autre. Donc l'ouverture des canaux chimiodépendants ne donne pas naissance à un potentiel d'action. Cette réponse, elle est fausse. L'activation du fonctionnement de la pompe. La naissance d'un potentiel d'action n'entraîne pas une activation du fonctionnement de la pompe parce que, de nouveau, la pompe est toujours fonctionnelle et que cette réponse, elle est fausse. Voilà, je crois que vous avez bien répondu à toutes mes questions. Cette séance prend fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.